C'est une bande dessinée qui évoque 60 sujets dont les couples ont l'habitude de parler, sous une forme à la fois sérieuse et humoristique en même temps. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue. Et le mardi, nous parlons de sexualité avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Sage-femme et sexologue clinicienne. Une de mes expressions préférées, c'est... Faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ça Ouais. tombe bien parce que justement, on va en parler ce matin et on va parler du couple à l'occasion de la sortie du livre de notre invitée qui s'appelle Caroline Cruz. Bonjour et bienvenue Caroline. Bonjour Philippe. Vous êtes conseillère conjugale et de la famille. Conseillère conjugale et familiale. Oui. Familiale, hein, Oui. et thérapeute de couple, comme on dit aujourd'hui. Et vous publiez « Il faut qu'on en parle », 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard aux éditions du Rocher. À quel genre votre livre appartient-il ? Alors, c'est un peu difficile à déterminer parce que c'est une bande dessinée et c'est une bande dessinée qui évoque 60 sujets dont les couples ont l'habitude de parler, sous une forme un peu à la fois sérieuse et humoristique en même temps. C'est-à-dire qu'il s'agit d'amuser mais de faire réfléchir en même temps. C'est des sujets du terrain, hein, vraiment des couples qui viennent nous voir dans un cabinet. Absolument, c'est un métier que j'exerce depuis plus de 30 ans, donc j'ai connu pas mal de couples. Alors justement, ça consiste en quoi, le métier de conseillère conjugale et familiale ? Alors ça consiste à aider les couples à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. C'est-à-dire qu'en général, les gens viennent parce ils rencontrent une difficulté, quelle qu'elle soit. Enfin, elle peut être de tous ordres, manque de communication, difficulté avec les enfants, avec les beaux-parents, enfin, avec l'argent, enfin, toutes sortes de difficultés. Et ils se rendent compte au bout d'un moment qu'ils n'y arrivent pas tout seuls et qu'ils ont besoin de faire appel à un tiers pour les aider à démêler les fils de ce qui leur arrive. Et c'est là qu'on intervient. Alors c'est pas unique, c'est pas contrairement au terme, c'est pas uniquement donner des bons conseils, mais c'est les aider à trouver eux-mêmes les ressources dont ils disposent pour surmonter ou pas la crise, ou pas, parce qu'il est possible aussi que ils en arrivent au constat que non, c'est leur histoire. Mais au moins, ils se seront donné cette chance et ce respect d'avoir essayé de comprendre. À une époque où tout le monde est plus ou moins coach, conseiller, expert en... Oui. Vous pourrez rigoler, hein. Il y en a plein, je suis expert en relations amoureuses. Oui. Un conseiller conjugal, qu'est-ce que ça a comme formation et comment est-ce qu'on en trouve un bon ? Alors, première réponse. Ou une bonne. Oui. Ouais, j'ai dit un conseiller conjugal, mais alors une conseillère. Oui, c'est difficile de faire de l'écriture inclusive à l'oral. Oui. Il y a une formation en 2-3 ans par des organismes de formation agréés par l'État. C'est-à-dire que c'est une formation reconnue. Et si les auditeurs cherchent à trouver un conseiller conjugal et familial, il y a une association nationale de conseillers conjugaux et familiaux qui s'appelle l'ANCEF. Et sur le site de l'ANCEF, il y a un annuaire sur lequel on trouve tous les conseillers ou conseillères qui ont fait cette formation, donc qui sont validés professionnellement. Donc c'est une garantie de sérieux et de sécurité. Alors Nadia est sexologue, est-ce qu'on va souvent voir et est-ce qu'on consulte beaucoup un conseiller conjugal, par exemple, quand la sexualité dysfonctionne dans le couple ou pas ? Alors, c'est pas forcément la première intention. C'est-à-dire que très souvent, les gens viennent en disant on a des conflits ou bien on n'arrive plus à dialoguer. Alors après, la question des difficultés ou de l'absence de relations sexuelles vient dans un deuxième temps. Mais je pensais à l'absence de relations sexuelles. Oui, par exemple, un couple qui ferait le constat que finalement il n'y a plus du tout de relations sexuelles, est-ce qu'il vient vous voir ? Il peut venir nous voir, vous voyez Nadia, il peut venir me voir, mais encore une fois, c'est pas forcément leur première démarche quand ils viennent voir. Sinon, ils vont voir directement un sexologue. Mais moi, dans les gens que je reçois, la difficulté des relations sexuelles, c'est plutôt une conséquence qu'une cause. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la relation qui se traduit par un appauvrissement de la relation sexuelle. Ou alors, ça peut être aussi des gens qui, d'emblée, se sont construits autour d'un évitement de la sexualité. Et à un certain moment, dans leur relation, il y en a un des deux pour qui ça ne fonctionne plus, cet évitement. Bon, je peux vous donner des exemples si vous voulez, mais c'est vraiment...
c'est difficile de dissocier le dysfonctionnement sexuel du dysfonctionnement dans la relation. C'est lié quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nadia. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que une dysfonction ou des dysfonctions sexuelles peuvent générer une conjugopathie, entre guillemets. Voilà. Et l'inverse, voilà, exactement, est également vérifié sur le terrain. Oui. Donc, c'est 60 thématiques, et 60 thématiques est développée sur 2 pages. Hein. Vous avez une planche par thématique. Ma préférée, c'est « Je fais peur aux hommes ». C'est toutes celles qui n'arrivent pas à se marier, qui, passé la 35e, ont réussi dans leur vie professionnelle. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver aux petites annonces de rencontres amoureuses. C'est « Je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me marier parce que je fais peur aux hommes ». Qu'est-ce qui se cache derrière ce « Je fais peur aux hommes » ? Alors, juste avant de vous répondre, je trouve que c'est important aussi de dire qu'on peut venir voir une conseillère conjugale ou un conseiller conjugal. Quand on n'est pas marié. Quand on n'est pas marié, ou quand on n'est pas en couple, ou qu'on n'arrive pas à faire couple. Hein, ou vraiment, on peut recevoir les gens individuellement, ou d'ailleurs quand le conjoint ne veut pas venir. Hein, c'est tout à fait possible. Bon, alors, quelqu'un qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, bon, la question, c'est pas que en général, c'est j'ai jamais trouvé le bon partenaire ou je ne comprends pas pourquoi. La réponse est en soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, mais là, c'est difficile d'avoir une réponse générale. C'est qu'est-ce qui fait que je veux et que je redoute en même temps de trouver quelqu'un. C'est vraiment... C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, je fais peur. Oui, mais bien sûr, mais on fait peur exprès. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour faire peur. C'est-à-dire, comme on a à la fois envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'on en a très peur, on se débrouille pour faire peur aux hommes. C'est-à-dire, c'est ces femmes hyper battantes qui, au fond, sont toutes fragiles à l'intérieur et qui se donnent une carapace et qui ont l'air de ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire, elles font... c'est ça que je veux dire. C'est que quand on fait peur aux hommes, c'est qu'on a peur des hommes. Pour être un peu... Pour simplifier. Mais enfin, jusque-là, elles se sont très bien débrouillées sans, d'ailleurs. Et elles ont réussi sans. Alors, jusque-là. Absolument, mais je dis pas que l'avenir absolu d'une femme, c'est d'être mariée non plus, hein, ni d'avoir... Une femme peut très bien vivre seule, ne pas avoir d'enfants. C'est pas le destin de la femme d'être mariée avec 12 enfants. Une femme peut très bien... Le seul problème, c'est quand elle n'en est plus satisfaite, quand elle se dit... Consulte pour ça. Et qu'elle consulte pour ça. Voilà. Et là, il faut réfléchir et savoir ce qui, dans son passé, a fait qu'elle avait à la fois cette envie de rencontre et en même temps, et c'est très souvent le cas chez les gens, et en même temps cette terreur d'une rencontre. Vous êtes sur le terrain depuis plusieurs décennies. Mon Dieu. Non, attendez, mais ça s'entend pas à la radio, vous verrez. C'est mais très gentil. maintenant, est-ce que le fait qu'on vienne voir... je m'intéresse aux motifs de consultation. Oui. Est-ce qu'il y a des modes dans les motifs de consultation? Est-ce que finalement, il y a 30 ans, on allait voir un sexologue ou un conseiller conjugal pour d'autres raisons qu'aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Ou ça reste finalement toujours la même chose? Alors, ça n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, je trouve, moi, peut-être, vous me direz, Nadia, si vous avez la même impression. Ce qui a changé, c'est que moi, j'ai de plus en plus de jeunes patients. De plus en plus de jeunes qui viennent en se disant, c'est un peu ce que je dis d'ailleurs dans le livre, en se disant, ils ont vu leurs parents soit divorcer de manière, après des années de conflits, de manière brutale, violente, dans les cris et les larmes, et ils en ont souffert, ou alors ils ont vu les parents vivre une relation complètement désinvestie, dévitalisée pendant des années, et ils ont trouvé ça épouvantable. Donc, eux se disent... Mais qui sont restés ensemble, les parents. Oui, qui sont restés ensemble, mais c'est pas parce qu'ils sont restés ensemble qu'ils sont plus heureux pour autant, s'ils ne s'entendaient plus. Donc, eux se disent, avant, nous, on n'a pas envie de devenir comme ça, on tient à notre couple, et venir voir un conseiller conjugal et familial, c'est d'une certaine manière montrer qu'on y tient, et que c'est pas parce qu'on a un problème qu'on va le jeter comme un Kleenex. On va essayer quand même de comprendre. Il y a, par exemple, au moment de l'arrivée d'un enfant, ou juste après l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse l'économie psychique, affective, etc. du couple. Donc, ils se disent, ben là, c'est une étape, ou au moment de s'engager, hein, c'est une étape, et cette étape-là, on va essayer de faire au mieux. On n'y arrive pas très bien nous-mêmes. Alors, ça, c'est quelquefois pas un nombre incroyable de séances. Ça peut être 5-6 séances. Et c'est pas une analyse qui va durer 20 ans. Mais c'est un coup de pouce à leur relation. Oui, tout à fait. Hein, même
moi, en tant que sexologue, effectivement, je vois des couples jeunes. Par exemple, quand vous dites jeune, ça fait quoi à peu près jeune? Une vingtaine d'années. Oui, c'est ça, entre 20. Ah oui, donc c'est très jeune. Entre 20 et 30 ans. Une vingtaine d'années. Et c'est des profils, alors là, pour le coup, plutôt dans une démarche de compréhension, d'appropriation de son corps, de sa sexualité. C'est très souvent des femmes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, mais qui veulent justement pouvoir être à l'aise le moment où, le jour J, ou des couples, des jeunes couples qui sont ensemble et qui souhaitent ne pas louper, comme ils disent, les étapes pour ne pas se retrouver blasé un jour ou avoir tout vu avant l'heure, comme ils disent. Mais ouais, effectivement, il y a des couples de plus en plus jeunes qui viennent et moi je trouve ça très chouette et très positif parce que du coup ça... comment dirais-je, je trouve que les couples se donnent la possibilité d'être dans une démarche d'empowerment, vraiment d'autonomisation, de responsabilisation, si je peux dire ça comme ça, de leur vie à deux. Chose que peut-être mes collègues plus âgés, plus expérimentés que moi ne voyaient peut-être pas parce que dans le logiciel qu'on avait et que certains ont toujours, ça se fait naturellement, tout se fait naturellement. Non, la sexualité, comme la vie en couple, c'est une construction. Bien et sûr. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Mais c'est vrai qu'avant on a l'impression que voilà, tu verras bien le... Oui. Tu verras sur le tas. On s'est bien débrouillé, nous. Oui, comment on a fait. Comme nous, on a connu la guerre. Oui. C'est ça. Je parlais des thématiques nouvelles, mais par exemple, la thématique que vous développez dans votre livre de on a vécu une fois ensemble, on s'est séparés, on se remet ensemble, et cette fois-ci, on voudrait que ça marche. C'est quand même une thématique nouvelle, ça. Les gens se remettaient ensemble aussi facilement auparavant ? Écoutez, là vraiment, il faudrait demander à un sociologue. Je pense. Non, mais vous, dans votre pratique. Non, dans ma pratique, les gens. Enfin, c'est quand même relativement rare que les gens, viennent me voir. Enfin, c'est un cas que je peux citer. Parce que moi, dans ma génération, autour de moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Oui. Des gens, alors là, qui ont été ensemble 20 ans, qui ont eu des enfants, qui se sont séparés 10 ans, qui ont refait leur vie. Tout ça pour au final se remettre ensemble parce que l'autre, elle n'était pas mieux que la première. Oui, mais ça, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai, j'y pense en même temps que vous parlez. Il y a aussi tout ce mouvement de retrouver aussi, par Internet, on retrouve les anciens. Copains d'avant. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je pense que ça participe aussi de ce mouvement. Votre premier amour. Voilà, ça a marché. Après tout, finalement, avec celui-là, c'était pas si mal. Et il y a une espèce de nostalgie de la première fois ou du premier mari ou du premier couple. Et on peut quand même essayer. Après tout, c'était le premier amour. On peut peut-être réessayer. Alors, ça marche pas, mais il me semble quand même que ça participe de ce qu'on retrouve sur Internet. Quand même. La question, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut dire à un couple qui a été ensemble une première fois et qui déciderait de se remettre une deuxième fois ensemble pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et ce pourquoi ça a échoué la première fois. Est-ce qu'on change vraiment dans la vie ? Je pense qu'on évolue, on ne change pas fondamentalement, mais je pense qu'on évolue, on comprend, on réfléchit, on a fait un travail individuel ou en couple, et on peut aussi, comme toujours, on peut essayer de réfléchir à ce qui n'allait pas, et on peut aussi, pourquoi pas, et même si c'est de la psychologie positive, why not, on peut aussi réfléchir à ce qui allait bien, et essayer de renforcer ce qui allait bien, au lieu de se focaliser sur ce qui n'allait pas. Et c'est valable pour tous les couples, qui se remettent ensemble ou pas. Les couples, il me semble que c'est une question que je pose aussi aux gens que je reçois. Ils viennent en disant ça va pas, et je leur demande aussi, mais qu'est-ce qui va bien dans votre couple ? Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont quand même envie d'élargir ce qui va bien. Parce que si 98% des choses vont bien, finalement... c'est pas toujours 98%. Dans 98%, ils viennent pas. Non, ils se débrouillent tout seuls. Ils ne consultent pas. Oui, ils ne consultent pas. C'est un peu comme au boulot. On vous dit toujours quand ça va pas, mais quand ça va, on vous le dit pas. Absolument. Parce que on trouve que c'est normal que ça aille. Oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre un focus justement sur ce qui va bien. Parce que quelquefois, les gens dans la vie, dans la routine, oublient ce qui va bien entre eux. Et pourquoi pas se le dire aussi. Il faut qu'on parle aussi de ce qui va bien. Allez, ça votre santé avec notre invitée aujourd'hui qui s'appelle Caroline Cruz.
Voilà, vous êtes conseillère conjugale et familiale et thérapeute du couple et vous publiez « Il faut qu'on en parle ». 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard aux éditions du Rocher. Nadia, vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée et vous la revoyez sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, quand on n'en parle pas, les couples se font des films comme conséquence de se faire des films. Se faire des films, c'est-à-dire imaginer les choses. Oui, projeter sur l'autre des tas de choses en fait. Au lieu d'en parler. Ça, les conséquences ne sont pas extrêmement positives en général. Oui, bon, je rapproche le micro. Merci Nadia de me rapprocher le micro. C'est valable pour les couples, même pour les individus. Ce qu'on imagine est toujours pire que la réalité. C'est pour ça que c'est important. Alors, il ne s'agit pas de dire la vérité tout le temps, mais c'est très important d'essayer de dire à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, ce qui vous inquiète. Sinon, c'est valable par exemple pour les gens qui sont jaloux ou qui craignent d'être trompés. Ce qu'on imagine est toujours pire parce que ça s'auto-alimente, parce que ça prend en charge les histoires du passé. Donc, le mieux, c'est d'essayer, avant que l'imagination s'emballe et que ça éclate sous forme de reproches excessifs, il vaut mieux dire à l'autre, voilà, je suis un peu inquiet pour ça. Et en gros, c'est l'idée d'avoir confiance quand même dans le fait qu'on peut se confier à l'autre sur ses inquiétudes. La confiance, c'est la base du couple. C'est une des bases du couple, oui. C'est une des bases du couple. Pas une confiance, j'ai confiance en toi pour la vie. Pas une confiance aveugle. Voilà, pas une confiance aveugle. Il n'arrivera jamais rien. Notre couple est merveilleux, c'est l'autoroute du bonheur. Il peut arriver des tas d'accros dans une vie de couple, mais la confiance, c'est penser que l'autre pourra accueillir de manière relativement bienveillante ce qu'on peut lui dire. Si on le lui dit de manière justement confiante, c'est-à-dire pas harcelante et pas sous forme d'agression ou de reproche. Comment la conseillère conjugale que vous êtes prend en charge la jalousie dans un couple ? Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le dispositif du conseil conjugal est pas forcément bénéfique en cas de jalousie vraiment pathologique. Parce que le jaloux pathologique, c'est le jaloux qui est jaloux sans raison tout le temps, qui au la moindre personne vers lequel son partenaire dirige un regard est susceptible d'alimenter sa jalousie. Ça m'est déjà arrivé. Le jaloux pathologique a tendance à croire que je fais alliance ou la jalouse encore plus, que je fais alliance avec son partenaire. Ah bon, comment vous avez dit ça, mais il y en a même un qui m'a dit, mais vous connaissez, vous vous êtes vu en dehors, alors que c'est la première fois que je l'ai rencontré. Donc, la jalousie vraiment pathologique, c'est compliqué. Sinon, il s'agit d'essayer de déconstruire aussi. Et on sait très bien que celui qui n'a pas confiance en l'autre a d'abord manque de confiance en lui. Et c'est comme ça qu'on peut travailler sur la jalousie. En quoi est-ce que la jalousie, ça fonctionne comme une addiction ? Parce qu'il y a de l'excitation dans la jalousie. Parce qu'il y a la jalousie, c'est comme toute addiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on convoque, qu'on va chercher et on peut y prendre goût. C'est comme certaines disputes, comme certains conflits. Il y a un moment où on y va parce que c'est excitant. Il y a une excitation dans la jalousie. Et une excitation aussi sexuelle, parce que dans la jalousie, il y a aussi... il peut y avoir une composante homosexuelle, il peut y avoir toutes sortes de dessous dans la jalousie dont on n'a pas conscience, mais qui peuvent être fortement excitantes sur le plan inconscient. La dispute, un couple qui vient vous voir et qui va vous dire finalement on se dispute jamais, c'est un couple qui va bien. C'est un couple qui peut, alors s'il vient me voir en disant on se dispute jamais, c'est pas un couple qui va bien, sans ça franchement il viendrait pas me voir, mais qui se dispute jamais dans le sens... Alors, quand ils viennent me voir en disant on se dispute jamais, c'est qu'ils ont l'impression que leur relation, est éteinte, ou alors que l'un d'entre eux, comme ils peuvent le dire avec leurs mots, s'écrase devant l'autre. C'est-à-dire qu'il n'a plus voix au chapitre, qu'il est sans arrêt obligé de céder. Il n'y a pas de dispute parce qu'il y en a un des deux qui cède sans arrêt le pas à l'autre. Et ça... aussi, c'est à travailler sur cette relation, une des composantes de la relation dominant-dominé, qui n'est d'ailleurs pas si simple dans un couple. Mais finalement, si la dispute devient un mode de communication et que ce soit le seul mode de communication.
Bah, si c'est le seul mode de communication, c'est quand même un peu triste, je trouve. Hein. Alors, il peut y avoir des disputes qui aboutissent, comme on dit, à des réconciliations sur l'oreiller, mais il faut pas négliger que c'est quand même épuisant aussi psychiquement d'être sans arrêt en conflit, et ça veut dire quelque chose. Et souvent, les disputes récurrentes sur des questions d'intendance, d'ordre, de désordre, ou je sais pas quoi, de cuisine, ou de répartition des tâches, que sais-je, ça masque quelque chose de plus profond. C'est-à-dire qu'on se dispute sur des broutilles, on se dispute tout le temps sur des broutilles pour pas se disputer sur autre chose. Et ça, c'est vraiment, et cette autre chose-là, dont on n'arrive pas à parler autrement qu'en se disputant sur le tube de dentifrice, ça, il faut arriver à en parler dans la consultation. Et puis ça a une répercussion familiale, parce que quand bien même ce couple fonctionnerait dans ce mode de communication, au sein de la famille, je pense que à un moment donné, ça générerait, voilà, exactement, ça impacterait, ça générerait des problèmes pour les enfants. Pour les enfants, mais bien sûr, pour l'entourage. Oui, mais bien sûr, Nadia, oui, tout à fait. C'est-à-dire que des enfants dont les parents sont sans arrêt en train de se disputer, bon, ils peuvent peut-être se réconcilier sur l'oreiller, et si possible pas en présence des enfants. Donc, ils voient des parents, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure à propos des jeunes couples, qui ont vu leurs parents en conflit permanent, et en se demandant finalement pourquoi ces gens-là sont mis ensemble. Si c'est pour se disputer sans arrêt. On peut s'aimer comme ça, peut-être, non? Mais oui, on peut s'aimer comme ça, mais de toute façon, il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est d'y trouver son compte, sauf que, effectivement, quand on est parent, on a quand même une certaine responsabilité vis-à-vis de ses enfants, et si les enfants en souffrent, il faut quand même en tenir compte. Alors, Caroline Cruz, vous parlez de quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Dans un couple, il y a un moment donné, il y a des couples qui continuent à vivre ensemble, mais qui ne se voient plus. Et qui s'évitent. Enfin là c'était mal barré, puisqu'avec le confinement, ils ont été confrontés l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut s'éviter aussi en étant confiné. Alors dans un studio ou dans un deux pièces, c'est moins facile. Oui, ça dépend. Oui, et ça, bon, je vais peut-être rebondir sur le confinement parce que c'est une des situations où le post-confinement est compliqué. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte, les gens qui arrivent à vivre ensemble. Alors ça, c'est des schémas au fond bourgeois anciens. Hein. On vit en couple, mais pour la galerie, pour la famille, pour les amis, on vit en couple, mais on a chacun a ses investissements. Madame va faire je sais pas quoi, son yoga. Monsieur a toutes sortes de réunions, de déplacements, de dîners d'affaires, etc. Ils maintiennent une certaine harmonie pour les enfants et aussi pour, je sais pas quoi, les amis. Bon, là, pendant le confinement, ils se sont rendus compte que la vie ensemble, confinés pratiquement sans arrêt, même s'ils vivaient dans un château, il n'y avait pas d'investissement extérieur. Et là, ils ont pu se rendre compte que leur relation était vide finalement. Et après tout, pourquoi pas en tirer aussi une conséquence en se disant, bon, arrêtons de faire semblant et posons-nous des questions. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer une vie comme ça? Mais oui, il y a des couples qui s'évitent, ce qui leur permet de rester ensemble. On peut s'éviter aussi il y a des couples dont l'un des deux, ou les deux, ont des relations extra-conjugales. C'est une forme d'évitement de la relation. Alors justement, comment est-ce que vous arrivez, vous, quand il y a, alors vous appelez ça passagère, mais quand il y a un coup de poignard dans le contrat passager, quand il y a un adultère passager. Alors, bon, là aussi, l'adultère passager, il y a plusieurs étapes. Si c'est une histoire qui s'est passée, enfin pas une histoire justement, bon, une nuit on avait bu, c'était dans un congrès en province, que sais-je, ou à Paris. Bon, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller le dire à son conjoint au point de l'inquiéter et au point, parce que c'est un peu lâche aussi, je te confie que j'ai eu une histoire, que j'ai eu une aventure. Oh, allez, hop, débrouille-toi avec ça. Oh, mais ce n'est rien, ce n'est pas grave, je t'assure, je t'aime, mais quand même, je tenais à te le dire parce que je suis honnête. Bon, moi, je pense pas que ce soit... vous trouvez qu'il y a une forme de lâcheté là, oui. dans ça? Oui, il y a une forme de lâcheté. C'est pas une forme justement de franchise? Non, la franchise, c'est si vraiment on a une relation investie, importante et qui risque de mettre en péril le couple, oui, il faut dire, là, je suis inquiet, il y a quelque chose qui se passe, je suis tombé amoureux de quelqu'un, ou amoureuse, et là, ça me met dans le trouble, je tiens à notre relation, essayons de voir ce qu'on peut en faire. Mais si c'est une histoire d'un soir, vraiment, je trouve ça lâche, oui,
je trouve ça lâche parce que c'est refiler le bébé à l'autre qui se débrouille avec ça, qui a des images dans la tête, qui a des images sexuelles dans la tête et qui sait pas quoi en faire, alors que si pour soi, enfin pour la personne qui a trompé, vraiment c'était un truc de rien du tout. Ça questionne sur la culpabilité de la personne qui dépose ça. Peut-être que l'autre n'a rien demandé. L'autre n'a rien demandé. C'est peut-être une découverte faite par le compagnon ou la compagne. C'est pas le droit à la transparence. Alors, le droit à la transparence. Non, ça peut être. C'est un vrai sujet, ça, de savoir est-ce qu'il faut dire ou pas, est-ce qu'il vaut mieux savoir ou pas. Alors ça, c'est aussi les couples qui peuvent se le dire eux-mêmes, hein. C'est-à-dire en début de relation, tu me diras toujours si. Il faut se méfier aussi de ce genre de discussion en début de relation parce que bon, on a encore une fois si ça ne met pas en péril le couple, si on aime son mari ou si on aime sa femme et si on a eu un accro vraiment dont on se dit j'aurais mieux fait de pas boire ce soir-là, vraiment je vois pas l'utilité d'aller mettre le doute et l'inquiétude et l'angoisse dans l'esprit de l'autre. Ça peut paraître choquant, hein. Il y a peut-être des gens qui diront oui, moi je préfère savoir. Bon, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut se le dire à soi-même. Et après, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Et il y a une perte de confiance. Bon, mais on peut pas parler à la place des couples. Mais je ne conseillerais pas systématiquement d'être transparent sur des points ponctuels. Si c'est une relation vraiment investie, si c'est une double vie, oui, il vaut mieux en parler parce que mener une double vie, c'est pas simple. L'argent, ça reste une source de conflit, Caroline Cruz? Oui, ça reste une... Alors, c'est amusant parce que les couples ne viennent pas avec cette question. Ils viennent rarement avec cette question. Mon mari est radin, ma femme est radine, ou ma femme est trop dépensière. Je vais être bien dans les clichés, Nadia, c'est comme ça, je serai bien dans mon rôle. Hein. Donc, mon mari est radin, ma femme trop dépensière. Ça fait sourire Nadia. Non. Ce sont des cas proposés. Oui. Alors, mon mari est malade. Il y a une histoire comme ça dans le livre où on se rend compte que c'est pas uniquement une question de radinerie et d'être dépensier. Ça renvoie à des histoires de chacun. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était une femme qui voulait pour ses enfants ce qu'elle n'avait pas pu avoir. Et lui avait été dans une famille où, parce que ils étaient très nombreux, il n'avait pas pu avoir, il fallait se restreindre. Et là, on a touché... Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que quand ils ont compris ça, au lieu de se reprocher mutuellement à l'un d'être trop radin et à l'autre d'être trop dépensière, ils ont compris que ça venait toucher quelque chose en eux d'important et qui renvoyait des histoires d'enfance douloureuses. Et là, ils ont pu trouver un compromis. Et je trouve que c'est très intéressant dans les couples, quand ils arrivent à se dire à l'un et à l'autre, non pas c'est de ta faute ou c'est toi qui me cause tel ou tel problème, mais si je suis sensible à ça, c'est parce que dans mon histoire il y a ça. On prend beaucoup plus en compte la faille ou la difficulté de l'autre et on fait un effort pour y remédier. Mais l'argent, ça reste quand même au centre de certains conflits parce conjugaux. que ça rentre parce que derrière l'argent, il y a des questions de pouvoir, il y a des questions de transmission aussi. Là, j'ai en ce moment un couple où la question de la transmission, l'argent que ton père t'a donné, avec le mari qui se sent un peu en infériorité par rapport au père qui a donné de l'argent, et toi, pourquoi tu en demandes pas à ta mère? Enfin, il y a aussi des questions familiales, il y a des questions de transmission, et c'est pas que des histoires de radinerie ou de fait de dépenser l'argent de l'autre. Moi, j'ai rebaptisé le livre. Non, mais c'est Il faut qu'on parle, le livre de Caroline Cruz qui vient de sortir aux éditions du Rocher. C'est une BD, 60 sujets à aborder en couple avant qu'il soit trop tard. Voilà, c'est très facile à lire et c'est vraiment du vécu. C'est sympa de montrer la BD, oui. Voilà, et vous verrez sur l'émission que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube. On a vu l'adultère finalement et les conséquences d'un adultère passager. Maintenant, quand c'est une histoire d'amour, vous savez qu'il y a des femmes qui ont tendance ou des hommes qui sont jaloux et qui suspectent l'autre et qui ont tendance à faire les poches, à regarder dans le portable pour voir et finir à fliquer quoi. Comment est-ce qu'on on rétablit ces situations de flicage dans le couple? En général, quand quelqu'un... déjà dire que oui, les mails, les SMS, les nouvelles technologies favorisent quand même ce genre de découverte.
Alors, on peut dire aussi que si quelqu'un veut vraiment, vraiment, vraiment cacher une relation extra-conjugale, il y arrive. Oui. Ah oui. Et si on laisse traîner un peu bêtement son portable ouvert sur sa messagerie ou sur son WhatsApp, ou si on laisse traîner l'ordinateur, c'est qu'on est dans une espèce d'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, bon, oui, on a une relation, mais on commence à être mal à l'aise, on commence à se sentir coupable et on a envie, là aussi, un peu d'appeler l'autre au secours. Là, c'est pas se décharger de manière lâche sur l'autre, mais c'est de dire un peu aide-moi. C'est un signal d'alarme aussi. C'est un signal d'alarme. S'il y a une relation extra-conjugale dans un couple, c'est quand même qu'il y a quelque chose dans le couple qui n'allait plus très bien. Alors, je trouve ça intéressant alors, non pas de dire à celui qui est trompé souffre. Évidemment, c'est pas marrant d'être trompé, mais se dire, non pas je suis responsable de quelque chose, mais comment ça se fait, essayer de sortir du rôle de victime et d'être acteur aussi de ce qui s'est passé avant. Peut-être que oui, il y a un moment où on a cessé un peu, on s'est occupé trop du bébé ou trop des enfants. On a cru que le couple, c'était pour la vie, c'était terminé, et on a un peu abandonné. Moi, j'ai vu un couple récemment où une jeune femme, oui, a trompé son mari, mais c'était surtout qu'elle avait envie que quelqu'un s'intéresse un peu plus à elle. C'était pas tellement sexuel, ça l'a été, oui, mais elle se sentait totalement transparente. Il la regardait plus, il s'intéressait plus tellement à elle, et elle s'est sentie un peu abandonnée. Et bon, et l'autre est venu, évidemment, en jouant son rôle, en l'écoutant, la narcissisant, etc. Et là, au bout d'un travail, d'un certain nombre de séances, ils ont effectivement, celui qui a été trompé a compris que lui aussi, il avait un rôle à jouer. Et il avait aussi un rôle à jouer maintenant. Non seulement il avait été acteur de la difficulté, mais il pouvait être aussi acteur, c'est-à-dire être de nouveau séduisant, être de nouveau inventif, être de nouveau créatif dans le couple, et pas considérer que ça y est, c'est fini, on n'avait plus rien à faire. Après, il faut travailler sur la restauration de la confiance. Mais bien sûr. Alors, la restauration de la confiance, c'est un peu plus long. Mais au bout d'un certain moment, c'est qui tout double, quoi. Il faut décider. Il faut arrêter de cesser d'avoir confiance. Les deux doivent faire un pas. C'est-à-dire que celui qui a trompé doit accepter que pendant un certain temps, il n'y ait plus de confiance. Et celui qui a été trompé doit dire, bon, maintenant, je décide de refaire confiance, sinon la vie, c'est un enfer et on ne peut pas vivre ensemble. Et d'ailleurs, pour ça, vous invitez les couples à développer une créativité quotidienne. Oui, quotidienne. Alors, bien sûr, Nadia, oui, on s'entend parce que sinon, c'est pas un... c'est à plein temps, c'est un métier, c'est un deuxième métier. Sinon, c'est un deuxième métier avec entretien d'évaluation, etc. Mais c'est d'ailleurs, vous parlez de routine positive et de bonne routine et de mauvaise routine. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne routine. C'est quand on vit avec quelqu'un, c'est quand même agréable le soir de rentrer, discuter, même du small talk, même de regarder une série ensemble, ça peut être agréable. Mais d'ailleurs, vous avez un certain nombre de séries à nous conseiller que vous conseillerez à la fin de l'émission. Vous les mettrez sur le site. À voir, ouais. Oui, non, mais justement, tiens, je reviendrai sur votre question, mais je trouvais intéressant de voir que maintenant, dans les séries, on met en place des conseillers conjugaux et familiaux. Alors qu'il y a une certaine époque, ça n'existait pas, et c'était dans les séries américaines. Maintenant, on le voit dans les séries, même dans Plus belle la vie, ou dans des séries françaises, on voit des conseillers conjugaux. Qui collent à la réalité, d'ailleurs. Mais qui collent à la réalité. Mais c'est une prise en compte du fait que les gens ont compris aussi qu'on pouvait faire appel à un tiers qui n'était pas un psychanalyste qui allait vous allonger sur un divan chacun pendant 12 ans, mais qu'on pouvait travailler aussi sur son couple et développer sa créativité aussi. Donc oui, il y a une bonne routine et il y a une mauvaise routine. La mauvaise routine, c'est quand on se voit plus. C'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui vivent chacun de leur côté et qui se retrouvent pratiquement plus. On parlait de la projection tout à l'heure, et c'est difficile de croire que l'autre vous aime quand soi-même on ne s'aime plus. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours un point qu'on a de partir de soi-même. Quand on n'aime plus son corps, qu'on s'aime plus physiquement, on finit par croire que l'autre ne nous aime plus. Oui, et je trouve ça intéressant de le pointer dans des couples parce que
celui qui ne s'aime plus, celui qui dit « Ah bah oui, mais je suis pas désirable », enfin, c'est souvent les femmes qui disent ça, je suis pas désirable, ne se rendent pas compte à quel point c'est dévalorisant pour le partenaire, qui lui aime cette femme, aime ce corps, la trouve jolie, et c'est lui dire « Mais ton goût ne vaut rien », de dire « Mais non, je suis trop moche ». La femme qui dit « Voilà, j'aimerais bien revenir comme j'étais il y a 20 ans ». Oui, alors que son partenaire continue à la désirer, continue à la trouver jolie, et vous devez le voir aussi dans les difficultés en sexologie, où ça bloque sexuellement parce qu'elle se trouve trop moche, alors que l'homme continue à la désirer et comprend, et c'est pas uniquement par je sais pas quoi, hygiène sexuelle, mais il continue à la trouver aimable et désirable. D'ailleurs, il y a un effet de suggestion derrière, parce que finalement, vous le dites très justement dans votre livre, vous finissez par envoyer le message à l'autre de finalement, tu ne vaux rien aussi, puisque tu aimes quelqu'un qui ne vaut rien. Exactement, c'est ça. Je trouve ça très blessant. Et ces phénomènes de suggestion c'est aussi quelque chose de très important dans les couples, les anticipations négatives et la fabrique de la déception. C'est-à-dire, on finit par s'attendre à ce que l'autre soit décevant. Et si on finit par s'attendre à ce que, il obéit au sous-texte. C'est ça. Exactement. À l'injonction. À l'injonction cachée. Voilà. Cachée, absolument. C'est pas parce que vous ne vous aimez plus vous-même que l'autre ne vous aime plus. Voilà, ça, c'est important. exactement. C'est une question d'image de soi. Oui, c'est une question d'image de soi, et donc on doit travailler sur cette image de soi. Et là aussi, c'est une question de confiance. On peut faire confiance aussi à son partenaire qui vous trouve jolie. Il n'a pas tort non plus. Mais ça, c'est vrai que je reviens sur l'image corporelle, parce que vous disiez justement que ça touche un peu plus les femmes. Ça, c'est au niveau micro, on va dire au niveau individuel. Mais si on dézoome un peu, le comportement, si ce comportement est plus féminin, c'est aussi parce qu'on a des injonctions sociétales qui font que les femmes se placent de ce point de vue-là. À focuser plus sur leur apparence, leur physique, l'image qu'elles donnent. C'est vrai. Est-ce qu'elles sont encore, comment dirais-je, acceptables Non, mais c'est une réalité. Je suis tout à fait d'accord avec Nadia, mais il ne faut pas négliger non plus le fait que souvent les hommes ont une image d'eux-mêmes pas si positive que ça. Mais sauf qu'ils ne le disent pas. Oui. Sauf qu'ils ne le disent pas, et que souvent qu'on croit que c'est moins important aussi. Et qu'on croit que c'est moins important pour un homme. Mais on voit quand même, quand on reçoit les couples, que leur apparence, leur corps, leur couleur de cheveux, le fait qu'ils soient, je sais pas quoi, qu'ils perdent leurs cheveux, les questionnent et ils n'osent. C'est assez rigolo parce qu'ils n'osent pas en parler. Parce que vous avez raison, l'injonction est plus sur les femmes. Donc, comme vous dites, Philippe, eux, c'est comme si ça n'existait pas. Or, très souvent, il arrive qu'ils se disent en eux-mêmes. Ils ont du bide, ils ont des calvities, voilà. Vous parlez des ex. Vous savez, des ex qui prennent trop de place. Ça, c'est quand même un sujet qu'on voit arriver aujourd'hui, puisque les ex sont là, et surtout qu'il y a de plus en plus de familles recomposées. Qu'est-ce qui pose comme problème au couple, les ex qu'elle pose Oui, il ou elle. C'est quand ils sont trop présents. Quand ils se servent, par exemple, des enfants comme alibi pour continuer à maintenir. Alors, qu'on maintienne une relation avec ses ex parce que il y a on doit discuter de la question, je sais pas quoi, de l'école, enfin de tout ce qui concerne les enfants, très bien. Mais il y a une certaine distance à maintenir, en tout cas au début d'une relation, parce que et aussi pour les enfants, c'est-à-dire qu'il faut que les frontières soient claires. C'est-à-dire, si on revit avec quelqu'un, il faut bien expliquer aux enfants que leur mère ou leur père, bien sûr, on continue à avoir de l'estime et de l'amitié, mais c'est avec l'autre personne qu'on vit. Mais c'est très sensible. Moi, je reçois en ce moment un couple, et la jeune femme, qui n'a pas beaucoup confiance en elle, est très inquiète vis-à-vis de l'ex, qui pourtant n'est pas particulièrement intrusive, mais elle a une représentation autour d'une histoire de rivalité dans sa famille, de rivalité avec une sœur, et cette ex-là, elle se met à représenter une figure de rivalité possible. Il y a quelque chose qui se rejoue. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des généralités. Néanmoins, c'est toujours la même chose, il faut essayer de garder une bonne distance. Et si l'ex est trop intrusive, c'est comme les mères trop intrusives, elles n'ont pas la clé de la maison.
Enfin, il ne faut pas qu'elle l'ait. Ou du garde-manger. Ou du garde-manger. L'amour est muet parfois. Dans un couple, l'un des deux peut trouver que l'autre ne lui dise pas suffisamment qu'il l'aime. Finalement, ça se montre comment, les marques d'amour? Alors, bon... Quand je te l'ai déjà dit il y a 6 mois. Vous nous faites part d'une expérience personnelle, Philippe? Non, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, bon, vous savez, il y a toutes sortes de livres, les langages de l'amour, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, on parle pas la même langue. C'est vrai que peut-être que les femmes ont plus besoin, enfin en tout cas c'est ce qu'elles disent, hein, je veux pas catégoriser non plus Nadia, ne vous inquiétez pas, les hommes et les femmes, mais bon, là encore, il y a des vulgates ou des dogmes. Voilà, les femmes ont plus besoin qu'on leur dise les choses. Et les hommes disent, bah oui, mais moi, je fais ça, j'apporte, je dis pas, mais j'ai des gestes. Bon, alors il faut essayer d'apprendre un peu le langage de l'autre. Mais je pense qu'il faut... C'est pareil, il faut... Si une femme vous dit, bah, moi, j'ai besoin que tu me dises ça... essayez d'en tenir compte quand même. Après tout, l'effort, c'est pas un mot négatif, hein. On peut faire des efforts pour l'autre. On peut lui dire de temps en temps qu'on l'aime, même si ça vous vient pas spontanément. Alors les hommes disent, oui, moi je suis taiseux dans ma famille, on ne parlait pas, etc. Bon, bah, très bien, mais on ne parlait pas dans votre famille. Alors on peut aussi essayer montrer, on peut montrer, on peut essayer de comprendre pourquoi. Et puis si il fait plein de trucs à la maison, qu'il apporte des bouquets de fleurs, bon, ça va, on peut être content aussi d'un homme qui... Là, ça peut être une forme d'expression de sentiment, ça, déjà, les fleurs. Tout à fait. Oui. C'est le langage des fleurs. Mais ça peut arriver d'avoir... un homme qui apporte rien, qui fait jamais de cadeaux et qui dit jamais « je t'aime ». Bon, il faut essayer de comprendre pourquoi il est si bloqué à ce niveau-là. Alors qu'il peut dire « oui, j'aime ma femme, mais j'arrive pas à le lui dire ». Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Très souvent aussi... Ou qu'est-ce qu'il imagine qui risque de se passer s'il Oui, voilà, c'est dire. Un danger. Mais moi, c'est un exemple que je donne souvent. Un enfant, par exemple, apporte à sa mère un joli caillou plein de goudron qu'il a trouvé sur la plage, et il l'apporte, il est tout content, et sa mère dit « ah, c'est dégoûtant, jette-moi ça ». Bon, il va recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou bien il lui dit « ah maman, je t'aime », etc. Elle lui dit « ah, laisse-moi, je suis en train de me maquiller, tu déranges mes cheveux ». Il va pas recommencer. Et il est formaté à « on n'a pas le droit de dire qu'on l'aime à quelqu'un ». Donc, ce formatage-là, il faut essayer de le déconstruire. Et si l'autre le comprend, ça aide aussi à voir que c'est pas vous qui êtes visé. C'est pas parce qu'il vous aime pas, mais parce qu'il aime que ça dans son enfance. Voilà. À déconstruire. Inscrit. Il y a plein de thèmes comme cela. Il faut qu'on en parle. 60 sujets abordés en couple avant qu'il ne soit trop tard. Caroline Cruz, votre livre paraît aux éditions du Rocher. On va citer l'illustrateur du livre, puisque c'est une BD. Oui, c'est Benoît Bastard, qui est sociologue et qui est directeur de recherche au CNRS et qui aime bien dessiner et à qui j'avais demandé de faire ses dessins pour ses livres. Malheureusement, on n'a plus de temps pour évoquer les séries que vous nous conseillez de regarder. On les mettra sous la vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Philippe et Nadia. Merci de votre patience, Caroline. C'était une matinée un peu particulière. Merci, Nadia. Très bel été. On se donne rendez-vous à la rentrée.